Merci beaucoup. On arrive dans la phase débat. Donc sur cette deuxième partie qui était cohérente, on fait, puis on finance, puis on fait, puis on vérifie que c'est bien fait. Question ? Oui. Si vous voulez passer à la postérité, il faut prendre un avis. Alors moi j'ai une petite question. Alors j'ai perdu le nom, excusez-moi pour la personne qui travaille dans les banques. Monsieur Grenier. Monsieur Grenier. Vous avez mentionné notamment l'éco-prêt à taux zéro qui permet de bénéficier de 20 000 euros, 30 000 euros à taux zéro. Alors vous avez mentionné ça comme un élément moteur pour la rénovation parce que c'est une aide financière. Alors, si vous voulez mon avis, je vois ça comme un frein, clairement. Parce que régulièrement on reçoit les particuliers qui nous disent que leurs banquiers ne veulent pas leur faire de prêt à taux zéro alors qu'ils ne sont pas en droit de leur refuser, clairement. Parce qu'ils n'ont rien à gagner. Et donc souvent, on voit cette aide à la rénovation qui est freinée par le comportement du banquier très régulièrement. Et donc c'est un frein à la rénovation énergétique, moi je le vois comme ça au quotidien. Alors je voulais avoir votre retour là-dessus, parce que vous êtes le premier banquier que j'entends qui parle d'un éco-prêt à taux zéro. C'est la première fois, jamais j'entends parler de ça. Non, on l'a bien choisi. On l'a bien choisi, oui, tout à fait. Oui, non, mais tu vois, enfin, pendant longtemps, ça a été le cas. Hein, l'ancien l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, c'était une horreur pour les banques pendant très longtemps parce que c'était à elles de justifier la réalité des travaux. Or, demander à un conseiller en agence de vérifier que les travaux qui sont demandés sont éligibles à l'éco-PTZ, on est incapable. Totalement incapable. Et donc, c'est un énorme boulot insupportable à faire. Et puis d'ailleurs, on a des contrôles de la part du SIAS qui nous refusent qui considèrent que tous les prêts qu'on a faits étaient non conformes et qui nous sucrent le commissionnement. Parce qu'à l'époque, un prêt à taux zéro, la banque, effectivement, l'opérateur est plus gérant, mais la banque, elle reçoit de l'argent de la part de l'État, de la part du SIAS. Donc ça lui rapporte, la banque. Ça a des taux de marché, donc le différentiel entre un taux normal et puis zéro, c'est l'État qui nous paye. Bon. Donc pendant très longtemps, effectivement, c'était une horreur pour les banques de le distribuer pas, c'était trop compliqué. Depuis peu, la charge et la preuve de la pertinence du prêt à taux zéro n'est plus à la charge de la banque, mais à la charge des artisans. Ou du bureau d'études qui fait du maître d'œuvre qui fait les travaux. Donc maintenant, oui, le banquier n'a aucune raison de refuser. Alors peut-être que ça y a un peu de mal, les conseillers ont un peu de mal à savoir que ça a changé, parce que on aurait dû changer le nom du prêt, parce qu'il y a un tel passif vis-à-vis des banquiers, ce prêt qui était insupportable, qu'effectivement, il y a peut-être encore des banquiers qui sont qui ne veulent pas les suivre. Honnêtement, aujourd'hui, avec la réforme de l'éco-prêt à taux zéro, le banquier n'a plus aucune raison de ne pas le faire. Et d'autant plus que maintenant, c'est ouvert au prêt collectif. Ça, c'est vraiment nouveau aussi. Avant, c'était seulement des prêts qui étaient pour les particuliers. Et maintenant, le fait de pouvoir ouvrir le prêt à taux zéro sur les copropriétés, ça change de donne aussi. Mais effectivement, je pense qu'en termes de marketing, on aurait dû changer le nom. Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel réseau, l'éco-prêt à taux zéro, ça fait peur. Autre question ? Merci. Autre question ? On est débrouillard. Merci. Moi, j'ai une question pour M. Second. En fait, j'ai deux questions. La première question, vous avez dit, c'est tout au départ, sur l'accompagnement individuel. Alors là, je parle de la maison individuelle, pas de la copropriété. J'ai dit que l'accompagnement de la personne était fondamental, c'est une clé, mais qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'outils qui permettaient de faciliter cet accompagnement, notamment des outils, peut-être Internet, etc. Alors, de quels outils est-ce que vous parlez? Comment est-ce qu'un particulier peut accéder à ces outils? Et ma deuxième question, c'est concernant le tiers de confiance qu'est la plateforme. Notamment dans le cas de Murmure 2, j'ai du mal aujourd'hui à comprendre le lien entre, partant d'un particulier propriétaire de sa maison individuelle, le lien qu'il y a entre l'ALEC, la plateforme, les groupements d'entreprises, comment ce tiers de confiance qui est fondamental dans le cadre de la plateforme, comment est-ce que ce tiers de confiance va jouer à ces différents niveaux du processus, et notamment dans le cadre du mouvement d'entreprise. Merci.
Pour répondre à votre deuxième question, pour commencer, parce que je ne suis pas rentré dans les détails, en fait, si on reprend le parcours d'un propriétaire de maison individuelle, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord, on va d'abord lui proposer un rendez-vous à la LEC. Donc la LEC au sens de la plateforme, ça sera la plateforme, ça sera la LEC pour les maisons individuelles, pour savoir où il en est dans son projet, s'il en a déjà un ou pas, ou dans ses questionnements. Et là, on va essayer d'estimer son degré de motivation pour l'orienter vers 3 parcours de services un peu différents, de ça, toujours sur les maisons individuelles. Quelqu'un qui arrive avec un projet de travaux très simple, avec nous dit moi je ne change jamais mes fenêtres, parce que j'ai entendu qu'il y avait un crédit d'impôt, je ne sais pas trop quoi, des trucs assez classiques qu'on voit souvent. Ça va être un traitement classique, on va dire. Où il vient avec ça et on sent qu'il n'ira pas plus loin et il me dit non, moi de toute façon je n'ai pas eu de faire ça, je veux juste savoir combien j'ai de connaissances financières. En plus, ça sera traité comme un cas de conseil habituel, sans accompagnement particulier, qui sera recontacté derrière pour savoir où il en est, comment ça avance. Mais par contre, il n'y a pas d'autres intervenants qui seront mis en relation avec lui. Voilà. Et ensuite, pour les 2 autres cas qui sont j'ai un projet de rénovation globale avec l'idée c'est de rénover l'ensemble de votre maison, ou j'ai un projet déjà à peu près cerné où il y a 2-3 postes de travaux, mais je sais déjà lesquels. Là, il y a des intervenants, des tiers qui vont intervenir, donc c'est pas le tiers trois mais c'est des intervenants tiers. Dans le cas où c'est une rénovation globale, on va l'orienter vers une phase de diagnostic, un audit énergétique, avec l'aide des auditeurs, on va dire, qui vont être aussi labellisés murmures. Voilà. Dans le cas où on a une vision très claire dès le début de son projet, des 2-3 postes qui semblent pertinents et sur lesquels il est déjà partant, là il sera directement mis en relation avec un groupement d'entreprises labellisé. Alors après, il ira ou pas avec ce groupement, hein. L'idée c'est de lui dire voilà, nous on a sélectionné des entreprises qui se sont groupées, donc on pense qu'elles ont des choses intéressantes à vous proposer. Donc après, il passe par ces groupements-là, ou il passe par l'artisan qu'il connaît, ou les artisans qu'il connaît. Voilà. Et dans ces cas-là, dans le cas de la rénovation globale, il y a l'audit, et suite à l'audit, il est mis en relation avec les groupements. Dans le cas où il n'y a pas d'audit, il est directement mis en relation avec les groupements. Et nous, notre rôle, on appelle de tiers de confiance, c'est d'une part d'avoir ce premier rendez-vous, de le relancer après on a une procédure de relance, de suivi sur une phase de plus de prise de décision. Et derrière, c'est de valider, entre guillemets, vérifier que l'audit correspond effectivement à ce qu'on a exigé des auditeurs dans le cahier des charges qui sont labellisés, qui ne respectent pas leur engagement, ils perdront leur labellisation. Et ça, c'est la même chose avec les groupements. Si on se rend compte qu'il y a un groupement, finalement, la notion d'interlocuteur unique, elle n'existe pas, on va aller voir, a priori, il y a un problème, comment on va le résoudre et autres. Et puis c'est aussi d'avoir un regard sur les projets qui sont proposés, les devis derrière, et aussi pour avoir un regard sur le volet à la fois technique et le volet aussi financier. Voilà. Donc c'est des rendez-vous, alors je ne rentre pas dans les têtes, mais quelques étapes clés où on a un échange, soit par téléphone, soit par rendez-vous, si les gens le souhaitent aussi, à la LEC, au sens à la plateforme, pour les accompagner. Voilà. Donc l'interlocuteur privilégié, ça reste le groupement pour la place travaux. Par contre, il y a une phase de validation de quelqu'un qui est à leur disposition en permanence. Voilà. Ça répond à votre question? Oui. Voilà, après, sur la première question, j'ai pas de choses très précises en tête, parce que j'ai eu en tête. Alors, c'était très lié aussi à ce que j'ai pas développé là, mais sur les différentes phases de changement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, qui permettent de mettre les gens en réseau, en fait. Et cette notion de réseau, auquel on adhère pas, peu importe, elle est importante dans les phases de changement, à un certain moment où on met en valeur les gens, on les fait se rencontrer, on les fait échanger, et il y a beaucoup d'outils, que ce soit des outils web, des outils, plutôt des outils web d'ailleurs, on peut avoir accès, sur lesquels on peut avoir accès très facilement aujourd'hui. C'est plutôt à ces choses-là que je pensais en fait. Voilà, il y a pas mal de il y a un site internet qui est utilisé pour le défi de famille à énergie positive, qui permet par exemple de renseigner le niveau de consommation des gens. Enfin, donc il y a des possibilités techniques qui font qu'en termes d'accompagnement des différentes personnes ou d'information, on a une capacité beaucoup plus grande à les toucher qu'auparavant où voilà, on est beaucoup moins de vecteurs et beaucoup moins proche que sur un smartphone aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous éclaire. Merci. Encore une ou deux questions, puis il va falloir arriver aux conclusions. Oui.
Je voulais revenir sur la problématique en fait des financements. J'entends beaucoup parler financement, obtenir des financements, etc. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un secteur dont on cherche à atteindre un taux de rénovation de 500 000 rénovations peut fonctionner s'il nécessite d'être mis sous perfusion, entre guillemets, avec des financements des aides de l'État. Aujourd'hui, si on vise 500 000, des fois on parle de 700 000 rénovations par an, 1 million de rénovations par an, selon les prospectives. Est-ce que les aides, au final, n'ont pas plutôt un effet, ont pour but d'avoir un effet pour amorcer la pompe et après arriver dans un secteur qui s'autofinance et qui a un intérêt économique? Et donc, faudrait-il pas plutôt travailler, plutôt qu'au déploiement des financements ou des aides, à une réduction du coût des travaux via différentes approches? Notamment, j'ai bien entendu qu'il fallait pas aller au moins 10 ans et avoir de la qualité, mais est-ce qu'on peut avoir le même niveau de qualité à des prix plus bas? Je vois par exemple des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. Il y a beaucoup, il y a certains artisans qui, au lieu de réaliser des travaux, accompagnent sous forme, on va dire un peu de tutorat des autoconstructeurs pour les accompagner durant leur phase de réalisation. Et là, c'est des groupements d'habitants qui, sous tutorat d'artisans, réalisent des travaux. Et donc, en fait, ils ont un conseil technique pour un coût, au final, de réalisation beaucoup plus bas, sachant qu'ils n'ont pas payé justement le temps passé par l'artisan pour mettre en œuvre, étant donné que c'est eux qu'on met en œuvre. Donc voilà, est-ce qu'il y a une possibilité, à travers la massification de l'industrialisation, au final, de baisser le coût moyen d'une rénovation, ce qui permettrait, au final, d'avoir des retours sur investissement plus bas et donc d'avoir besoin de moins de financement public? Merci. Moi, je peux juste répondre partiellement à la question. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau métropole grenobloise, c'est un vrai souci d'arriver à maintenir un niveau de subvention aussi important. Donc clairement, sur Murmure 2, le budget est un peu différent, il est un peu différemment réparti. C'est-à-dire qu'il y a plus de moyens qui ont été mis au global maintenant sur l'accompagnement. Ça va vraiment convaincre les gens que c'est important, et en proportion un peu moins sur les aides, sachant qu'en plus, ce qui a été mis en avant, c'est plutôt des logiques de frais bonifiés et moins d'aides directes. Voilà. Par contre, on se rend quand même compte, il me semble aujourd'hui, que pour faire venir les gens dans ces dispositifs-là, après les décider, c'est autre chose. Mais pour les faire venir, si il n'y a pas une petite carotte financière qui au moins les attire, c'est quand même assez compliqué. À mon avis, ça ne marche pas bien. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Après, j'ai pas la réponse, mais c'est un peu pareil, effectivement, de tous les acteurs et a priori des finances publiques. Mais par contre, sur la question des coûts de travaux, je suis pas passé pour répondre. Donc, Oui, je vais répondre. C'est la question. Moi, elle mérite un peu de peur. Je vous le dis franchement. Je suis artisan traditionnel, classique. Je poserai qu'une seule question. Dans le cadre de l'autoconstruction, l'auto-rénovation mise en place par certains bailleurs sociaux, je viens de découvrir ça. Pourquoi pas? Mais je dirais qu'une seule chose. En cas de sinistre, qui paye? Aujourd'hui, nous, artisans, on a pour la plupart au moins une assurance traditionnelle RC classique, voire décennale. On engage notre responsabilité pendant 10 ans. Elle nous coûte la peau des fesses. Elle coûte très cher, ces assurances. Les bureaux d'études sont là, ils connaissent tous cette problématique. Moi, j'ai une assurance décennale en tant qu'électricien, parce que j'interviens sur des planchers chauffants. Est-ce qu'un auto-entrepreneur qui ferait ce type de travaux, parce qu'il faut aussi dire ça, qui n'est pas assuré, qui n'est pas assujetti à la TVA, est-ce qu'un quelqu'un qui fait de l'auto-rénovation ou de l'autoconstruction est assuré pour faire tout ça? Je dis non, les 3/4 du temps, ils ne sont pas assurés. Par contre, le jour où il y a un sinistre, il va être remboursé dans l'intégralité de ce sinistre. Il n'y a pas de souci. Le fonds d'assurance va assumer son travail, va faire son travail. Et au bout du bout, ceux qui payent l'assurance sont pénalisés parce que ça fait augmenter mécaniquement nos cotisations. Donc je dis attention à ce genre de solutions qui sont de vraies fausses solutions. Voilà. Ça, c'était l'avis
le représentant de la Chambre des métiers, de l'artisan qui intervient tous les jours sur les chantiers, où on entend ça tous les jours. Je dis attention, et il n'y a pas de représentant de l'État, c'est un peu dommage, parce que l'auto-rénovation, l'autoconstruction ne fait pas de taxes. Il n'y a pas de TVA là-dessus, quasiment pas. Est-ce que dans quelques années, tout le monde ne va pas se plaindre qu'il n'y a pas d'aménagements publics qui sont faits? Voilà, je vous pose juste la question, parce qu'aujourd'hui, tous les travaux d'équipement public sont faits par les différentes taxes qu'on paye tous quand on fait sur la TVA, qu'elle soit à 10% ou à 20%. Moi, je vous renvoie juste ça, tout simplement. C'est une question, c'est peut-être un phénomène de société, mais en attendant, pensons aux entreprises traditionnelles, parce qu'aujourd'hui, être autoconstructeur ou faire de l'auto-rénovation, est-ce que ça crée de l'emploi? Et la question devrait se poser clairement, est-ce qu'on a envie de faire de l'emploi en France? Est-ce qu'on n'est pas en train de certainement changer de modèle économique? En attendant, la transition est en train de se faire et il y a des gens qui auront besoin de travailler. Donc moi, je suis encore pour ce modèle un petit peu traditionnel. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des travaux qui sont horriblement chers parce que mécaniquement, les prix ont été montés par nos industriels. Et ça, je peux vous en parler en connaissance de cause parce que j'ai vécu les systèmes perches pour les premières pompes à chaleur qui ont été mis en place par EDF dans le cadre du contrat EJP, en respect des cheveux blancs il y a 30 ans. Le système photovoltaïque, pareil, la même problématique, où le marché a été complètement faussé par des produits qui ont été importés en France, avec majoré énormément, voire 30-50% plus cher qu'en Allemagne. Le système photo-solaire thermique aussi, je fais régulièrement des chauffe-eau solaires thermiques, ils étaient 30, 40%, 50, 60% plus chers qu'en Allemagne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des effets d'aubaine avec les systèmes d'aide qui ont été mis. Donc là aussi, il y a certainement matière à travailler pour qu'on supprime ces phénomènes d'aubaine. Je vais revenir, vous faire un tout petit historique. Les installateurs RGE, faut qu'ils soient aujourd'hui une véritable entreprise de pose et de mise en œuvre. Parce que les systèmes de photovoltaïque qui ont été installés il y a quelques années en arrière et qui ont faussé toute la donne, ça a été fait par des entreprises qui n'étaient pas du tout qualifiées. Aujourd'hui, on a des désordres et il y a eu un effet d'aubaine pris par ces entreprises commerciales qui sont engouffrées dans cette brèche et ont vendu à Pierre Marigot des installations photovoltaïques. Je prends les dernières parce qu'on y a tous en tête, et qui pour la plupart ne sont même pas performantes, on en connaît tous. Donc la professionnalisation des entreprises dans le cadre du RGE devrait tenter à limiter ce phénomène et de mieux profiter et de mieux utiliser les phénomènes des aides. Parce que c'est ça la problématique, c'est l'utilisation des aides et des fonds publics aujourd'hui. Donc, soyons attentifs tous à bien utiliser ces aides parce qu'on va peut-être tuer la poule dans l'œuf avant qu'elle soit arrivée à faire des travaux pertinents avec des bons financements et qui soient pérennes surtout. Parce que ça aussi, moi, je dirais en tant qu'entreprise, je l'ai vécu, notre souci, c'est de faire des travaux, de se projeter, parce qu'on a tous des clients aujourd'hui où le temps de décision est très long. Et entre le moment où on a commencé à rédiger notre devis sur une base de financement et d'aide, et au moment où on finalise, il y a eu déjà 2 changements, ce qui fait que nous, en entreprise, on ne sait même plus comment y proposer. Et on est obligé de passer par des tiers de confiance, comme l'ALEC, parce qu'ils sont plus au fait que nous, en tant qu'entreprise, pour amener le bon financement à un bon moment avec de la bonne aide, parce que ça change tellement souvent, et ça c'est une problématique pour nous, entreprise, ça c'est clair. Je vais pas aller plus loin. Merci, bien. Je peux poser une question, moi. Dans tous ces travaux, il y a une chose qui me gêne, mais ça doit être l'aspect Maroc universitaire, c'est l'évaluation. Je suis vraiment sidéré de voir, enfin, au rythme du fonctionnement du groupe, que ceux qui font la mesure de bon, alors je vais vous raconter comment est votre appartement et voilà, il perd en boîte, etc. Finalement, sont dans certains cas des gens qui sont indépendants et pas directement intéressés par ce qui va se passer. Mais qu'en final, en France, ceux qui disent oh ouais, c'est bien, vous avez bien fait les travaux, sont absolument pas indépendants de ceux qui les ont faits. Ça. Je ne comprends pas qu'un système puisse fonctionner avec des gens qui donc ont reçu de l'argent, du financement, public ou privé,
mais finalement sur une manip où ceux qui évaluent le résultat final sont directement concernés par le financement. Je vois pas comment ça peut marcher. Mais arriver à... Et pouvez-vous me dire comment il faudrait faire pour que ça soit aussi aberrant? C'est la France. Bienvenue en France. Non, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je veux juste dire quand même que dans le cadre de Murmure, alors les résultats sont pas encore communiqués, mais on a quand même 11 qui est la métro et la LEC. On commence à avoir des premiers résultats de réalité de consommation après travaux. On a aussi fait des évaluations sur les coûts de travaux, les choses comme ça, ce qui a été évoqué juste avant. Donc il n'y a pas non plus rien qui se fait. Par contre, c'est vrai que la difficulté aussi dans l'interprétation des chiffres sur la réalité des consommations réelles, c'est un travail qui est assez compliqué aussi, hein, même avec des mouleurs, il faut vraiment une instrumentation très très forte. Et aller mesurer au compteur combien consomme un logement quand on a fait des travaux simplement d'isolation de façade. Après, il faut dissocier les différents usages et l'autre. C'est assez compliqué, mais il y a quand même, aujourd'hui, en tout cas au niveau métro, il y a un souci quand même d'avoir un retour, pas systématique, mais au moins de vérifier que globalement, sur un panel significatif, il y a des données ressorties qui correspondent à ce qui était prévu, ou au moins qui sont proches de ce qui est prévu. Mais enfin, il y aura des choses qui nous vont diffuser dans les prochains mois sur ce sujet. Mais enfin, sur la question de fond que vous posez, j'ai pas de réponse plus que ça. Juste, moi, un petit élément de réponse, c'est pas un élément de réponse, c'est plutôt un constat. En France, on a un problème culturel avec l'approche du bureau d'études, de l'architecte et du bureau de contrôle. C'est pas, quand vous dites ça à un client, ce serait bien que pour cette opération, vous fassiez intervenir un bureau d'études, parce que c'est un peu complexe. Si on veut obtenir des bons résultats, ça serait bien que ce soit un archi qui s'occupe des travaux. Et ça, culturellement parlant, en France, c'est bien. On dit tout de suite, le client, oh là, mais il va prendre 10, 12, 15%, il ne sait pas de quoi, mais il le sait déjà. Donc il y a déjà cet a priori-là. En Allemagne ou en Autriche, on ne travaille pas du tout comme ça. C'est tout de suite, oui, il faut un architecte, oui, il faut un bureau d'études, oui, il faut un spécialiste, et après, on va travailler de concert avec les entreprises. En France, c'est tout cloisonné. Je le disais tout à l'heure avec les bureaux d'études, il y a le bureau d'études, il y a l'architecte, le bureau d'études, il y a les entreprises, et après il y a le bureau de contrôle. En plus, si au bout du chantier, vous dites qu'il faut quand même un organisme de contrôle qui va coûter un petit peu, forcément, ben bon, ça passe pas, c'est pas compris. C'est un peu culturel, c'est comme ça. Et ça, c'est un constat. Et en Autriche et en Allemagne, ça se passe beaucoup mieux, parce que depuis toujours, ils travaillent avec cet esprit d'équipe, où c'est des équipes formées, il y a tout dedans. Et le client, lui, ne se pose même pas de questions, et les entreprises ne se posent même pas de questions, parce qu'ils travaillent toujours comme ça. En France, ça commence à venir, et c'est pas dans l'esprit habituel. Donc, ça coûte. Ah ben non, ça coûte trop cher, il ne fait pas. Merci à tous. Ce qui est vraiment gênant, c'est ce que vous venez de dire peut être un cas, mais c'est l'évaluateur, il ne doit pas être un des acteurs. Bon, parce que le peu que j'ai compris sur ce qui se passe au canton de Genève, c'est l'aspect public, entre guillemets, fait la manip avant, en disant votre appart est un vrai passage public pour les permis, puis il dit bon, on pourra vous subventionner, il fait la manip à la fin pour dire vous avez gagné 40%, je vous donne une subvention. Là, de toute façon, on est parti, on a une subvention, on ne va peut-être pas faire grand-chose, mais on nous touchera la subvention. Ça ne peut pas marcher. Ok.